Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance des jeudis de Corema. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole à deux étudiantes en master, même en master 1, donc elles débutent leur recherche et elles vont nous parler de l'état de leur recherche et il se trouve qu'il y a un point commun qui est la Bourgogne. Alors la Bourgogne, pas à entendre au sens actuel du terme, ou tout au moins ça n'en est qu'une partie, donc ce n'est pas uniquement ce qu'on appelait le duché de Bourgogne à l'époque, c'est plus vaste que ça, c'est l'ensemble des territoires qui relevaient de la maison de Bourgogne, de la maison des ducs valois de Bourgogne, et qui s'étendait de la Belgique actuelle, voire même des Pays-Bas actuels, jusque donc à la Bourgogne et à la Franche-Comté. Dans ce territoire-là, il y a des productions, notamment en matière de textes normatifs et prescriptifs, que ce soit des livres de cuisine ou des ordonnances, des textes régulant le service. Et c'est précisément ces deux aspects que vont aborder successivement nos deux amis. Virginie Hullet va nous parler de la cuisine bourguignonne dans les Pays-Bas méridionaux à la Renaissance. Alors, le XVe siècle, ça peut être le Moyen-Âge, ça peut être la Renaissance, ça dépend du point de vue, mais en tout cas, c'est en continuité souvent avec le XIVe et en continuité aussi avec le XVIe siècle. Et Laurine Gobert va nous parler du service à la cour des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen-Âge. Donc, je donne la parole d'abord à Virginie Hullet pour une vingtaine de minutes, après quoi Laurine Gobert la suivra et ensuite on regroupera les questions, environ 10 à 20 minutes, disons 20 minutes, à la fin de leur intervention. Eh bien, je donne la parole à Virginie Hullet. Donc, comme M. Leroux l'a bien mis en avant, pour ma part, je vais vous parler de la cuisine bourguignonne dans les Pays-Bas méridionaux à la Renaissance. Pour cela, je vais tout d'abord vous présenter un tout petit peu le contexte, puis on va s'attarder sur les manuscrits et les livres imprimés qui forment mon corpus de texte, et puis on va avoir une petite étude de cas sur l'Hippocrate. Donc, par Renaissance, j'entends le XVe et le XVIe siècle, qui vont être étudiés grâce aux livres de recettes de cuisine. Donc, on ne prend pas en compte les recettes isolées, et j'ai pris en compte autant les manuscrits que les livres imprimés en néerlandais et en français. Pays-Bas bourguignons et Pays-Bas espagnols, étant donné que les deux se sont succédés pendant cette période-là, d'où l'appellation Pays-Bas méridionaux. Géographiquement parlant, les Pays-Bas bourguignons sont les possessions bourguignonnes qui recouvrent la Belgique, les Pays-Bas, une partie du nord de la France au XVe siècle, à laquelle certaines provinces sont rajoutées lors des Pays-Bas espagnols dans le nord des Pays-Bas, mais celles-ci n'ont pas de production de manuscrits. Donc, il y a peu d'importance à cette modification-là. La grosse problématique de ces territoires-là est les très nombreux idiomes de langues qui sont présents. En effet, depuis la conquête romaine, on a des influences de langues germaniques et latines dans ces contrées. Donc, on peut voir toute une partie en rose qui sont des influences latines. En orange, on a une influence latine mélangée à l'influence germanique et en vert, du pur germain. C'est donc une contrée avec de très nombreux dialectes différents. Au niveau du corpus de texte qui a été réalisé, je me suis attardée sur 11 manuscrits en néerlandais, 5 imprimés en néerlandais, 6 manuscrits en français et 1 imprimé en français, qui ont été réalisés courant du XVe siècle jusqu'en 1612. En néerlandais, les manuscrits sont principalement du XVIe siècle, mais j'en ai néanmoins 5 qui datent du XVe siècle. En gras, vous avez ceux auxquels j'ai pu avoir accès, soit au travers de numérisation, soit de microfilms, soit en direct. Les autres, ils sont réservés pour des étapes plus avancées de ma recherche s'ils sont disponibles ou sont dans des collections privées auxquelles je n'aurai jamais accès. Dans ces manuscrits, on a tout d'abord un livre d'apothicaire qui date de la fin XVe siècle que je n'ai pu consulter. Ensuite, on a un livre d'un château qui est mentionné dans un inventaire qui est dans une collection privée. Néanmoins, certains passages ont été publiés dans des études auxquelles j'ai pu avoir accès. Ensuite, on a une petite liasse qui a été retrouvée récemment dans les archives de la ville de Bruxelles, qui est en cours d'étude par Pierre Leclerc et dont quelques informations ont été dévoilées par Monsieur Breckman. Ensuite, j'ai le recette
le livre de recettes d'Anvers, qui date du fin XVIe siècle, qui lui comprend 84 recettes, qui n'est certes pas consultable, mais une édition moderne en irlandais transcrit en néerlandais actuel existe, avec quelques petites études qui ont été réalisées dessus. Bon, consultable, c'est un grand mot, il y a une édition qui existe dans une bibliothèque à Utrecht. Et puis, toujours à la KBR, donc c'est la Bibliothèque royale de Bruxelles, il y a un livre qui s'appelle Médition culinaire recettes, qui lui aussi contient des recettes que j'étudierai l'année prochaine, si les bibliothèques réouvrent. Dans les manuscrits que j'ai pu consulter, on a tout d'abord un manuscrit du fin XVe siècle qui comprend 4 volumes, 3 de recettes culinaires et 1 de livres de recettes médicales, qui a déjà été étudié par Breckman et Muser, mais qui est relativement intéressant car il contient de très nombreuses recettes qui sont utilisées dans les autres sources dont je vais vous parler. Ensuite, on a le manuscrit 1035 qui est conservé à Gand, qui a été étudié par M. Serrure et puis réédité par d'autres personnes. Celui-ci contient 2 tables de matière qui divisent en 2 groupes les recettes, 29 d'un côté, 33 de l'autre. Entre les deux, on a quelques recettes médicales en latin. Et là aussi, ce sont des recettes relativement importantes parce que ce sont des sources pour les manuscrits plus tardifs. J'ai également eu accès au manuscrit 476 de Gand, qui lui est encore plus important étant donné qu'il s'inspire directement du Viandi et Princeps. Mais étant donné que la datation n'est pas relativement précise, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle s'il date d'avant ou après l'impression de ce Viandi et Princeps. Paléographiquement parlant, des études sont en cours et au niveau des briquets qu'il y a dans les feuilles du manuscrit, il y a également des recherches qui sont en cours par l'Université d'Utrecht qui devraient finir fin de cette année-ci. Donc, on aura très rapidement plus d'informations sur cette datation. Celui-ci a été écrit par 8 mains différentes et comprend 260 recettes dans des dialectes principalement du Brabant et du Nord-Brabant, mais également 2 recettes en français. Nous passons déjà au XVIe siècle avec ce manuscrit qui est lui aussi écrit dans du brabançon. Il faut savoir qu'à l'époque, le Brabant est la partie la plus importante de ces possessions bourguignonnes et des Pays-Bas méridionaux, étant donné que, outre la cour, il y a la cour de Bourgogne, je veux dire, il y a de nombreux échanges économiques qui se passent à ces endroits-là. Et lui, il a été écrit par 3 mains différentes avec, une fois de plus, une recette en français qui se perd au milieu de recettes en néerlandais. Ensuite, nous avons 2 autres manuscrits du XVIe siècle, de Brabant Cookbook, qui comprend, lui, toutes des recettes en néerlandais, mais également des recettes en français, mais qui sont plus du ressort de tout ce qui est des fruits. Et donc, on se rapproche plus des livres d'office ou des livres de confiture. Il y a une forte redondance dans ce livre de Brabant Cookbook. Souvent, on cite la même recette au niveau des ingrédients, il y a quelques petites nuances, mais globalement, on voit que ce sont des recettes qui ont été écrites l'une à la suite de l'autre par la même main. En outre, entremêlées dans ces recettes culinaires, on a des recettes qui commencent par le mot remède, donc bien écrit en français. La majorité sont en néerlandais, mais on en a quand même 21 en français, qui nous parlent de préparation principalement pour les nourrissons ou les personnes âgées malades. Ensuite, on a le Handbook van Clara van Mol, qui est écrite par 2 mains. Une main qui s'appelle vraiment Clara van Mol et une autre, on sait juste que c'est Madame van Mol. La première, Clara, a écrit les nourritures, alors que la deuxième main s'est contentée d'écrire les recettes de boissons. On a donc dans ce manuscrit 129 recettes. La plupart sont d'influence de Scapi, mais on a également des recettes qui viennent d'autres réceptaires en français et en néerlandais, que j'ai cités ainsi. Donc le cookbook qui était ce qui conservait à Anvers, le livre du château de Barlo et le volume 15. Également, dans cette période-là et en manuscrit, on a le Confisseur flamand, qui lui est clairement un livre de confiture, étant donné les nombreuses recettes de fruits, confits, biscuits. Mais il y a 2 particularités. La première, c'est que c'est la première mention de la dinde dans les Pays-Bas méridionaux, ce qui est donc relativement tardif par rapport à ce qui se fait en France. Et d'autre part, c'est des explications très claires sur la fabrication de bonbons, de tablettes en caramel ou en sucre tiré. Ce qui est relativement intéressant du point de vue mise en œuvre, étant donné qu'on a énormément de détails sur ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Au niveau des influences, là aussi, on voit de très nombreuses recettes qui viennent du Brabant Cookbook et du Antwerp Recettenboek. Néanmoins, il est conservé dans les archives de la maison d'Arenberg qui ne sont pas facilement accessibles, étant donné qu'ils nous demandent plus de 200 € de l'heure de la consultation. En français,
Là, nous sommes clairement sur des manuscrits du XVe siècle principalement, et également principalement des ménagers de Paris. En effet, les ménagers de Paris, que ce soit celui conservé à la KBR ou à la BNF, ont transité par la cour du duché de Bourgogne. Ils sont en effet dans les inventaires de cette cour-là du XVe siècle, mais comme vous pouvez le voir sur l'image ici à droite, l'exemplaire de la KBR porte les armes de Philippe le Bon. Ces deux exemplaires de plus grand format et richement décorés ont permis de voir de belles enluminures. En moins décoré et donc de faction plus petite, on a le deuxième qui est conservé à la BNF dans les nouvelles acquisitions françaises. Celui-ci porte les armoiries de la maison de Roubaix et est relativement intéressant étant donné qu'il y a des ajouts aux ménagers de Paris qui ont été composés par le cuisinier Autin et qui sont des recettes clairement septentrionales pour reprendre le terme de Monsieur Lorue. Une des nouvelles découvertes, c'est le ménager de Paris qui est conservé au Luxembourg, dont Manon et Corentin vous parleront dans la suite du programme Corema. Celui-ci aussi peut être attaché à la cour de Bourgogne, étant donné que le comte de Lalande, qui est mentionné dedans, est un vassal du comte du Hainaut et de Flandre. Pour finir, dans les manuscrits français, il y a le Vivandier de Cassel, qui est un manuscrit du XVe siècle qui a été retrouvé dans un codex composé pour un médecin de Tournai. Celui-ci comprend 72 recettes avec une grande influence du viandé, mais aussi des traits septentrionaux tels que l'usage du beurre. Pour ce qui est des livres imprimés, on peut voir que la majeure production en néerlandais date de la seconde moitié du XVIe siècle, avec un petit ajout de 1612 que je vous détaillerai plus tard. Le premier livre imprimé en néerlandais a été imprimé par Van der Noot à Bruxelles en 1514. Il comprend 175 recettes qui nous viennent principalement du viandier, mais aussi du manuscrit étudié par M. Serrure. En outre, on a 25 recettes qu'on n'a jusqu'à présent pu rattacher à aucune tradition ou autre manuscrit. Celui-ci a la chance d'avoir été numérisé et on dispose d'un facsimilé de bonne qualité. Ensuite, nous avons une New Cookbook, donc un nouveau livre de cuisine qui a été publié au XVIe siècle à Anvers et à Delft, et ensuite, quasi un siècle plus tard, à Amsterdam. Celui-ci comprend 496 recettes d'influences diverses et variées, mais globalement, on retrouve toujours le Notable Boeksen van Koekerij, le Platine et le Can 15. Celui-ci a été assemblé par un médecin du Nord-Brabant, donc en Belgique et Pays-Bas actuels, qui s'appelait M. Worselman. Ensuite, on a deux œuvres qui sont attribuées à Carol Battus ou Karen Batten, qui, elles, sont bien plus tardives et été de multiples fois rééditées. La première, en fait, est la seconde partie du Medicine Book qu'il a écrit en 1593 et qui comprend 298 recettes de cuisine avec des inspirations diverses et variées, comme le Notable Book, le manuscrit 476 conservé à Gand et le nouveau livre de cuisine. Il faut remarquer que ces recettes ont toujours été rééditées jusqu'au XIXe siècle et au XXe siècle, des émissions de cuisine s'en sont utilisées pour réinventer les classiques de la cuisine flamande comme ils l'ont présenté. Donc on peut remarquer qu'il y a une continuité depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours dans la cuisine néerlandophone. Le second est un Secret Book que Carol Battus a édité aussi de nombreuses reprises. Selon certains, il y aurait une première édition qui serait datée de 1540 à Gand. Cette première édition suit en fait la logique d'avoir été vérifiées toutes les impressions qui étaient faites par l'imprimeur Bontinck, dont une mention de ce Secret Book, mais qui n'est pas rattachée à Carol Battus. Donc on ne sait pas si c'est le même ou pas. À l'intérieur, il y a 176 recettes, dont les trois quarts sont clairement inspirées du Inzerschoon and Eskeland Cookbook. Malheureusement, même s'il y a des imprimés qui ont été conservés de la première édition, aucune version n'est numérisée et elles ne sont pas facilement accessibles pour l'instant. Le petit dernier de mes livres imprimés en néerlandais est celui qui a été imprimé par Magirus en 1612 à Leuven. Celui-ci comprend 170 recettes qui ont des influences néerlandophones, mais aussi de Scapi. S'il ne s'agit pas d'une traduction pure et simple de Scapi, en effet, Magirus a interprété les recettes de Scapi en fonction des ingrédients disponibles et des méthodes de cuisine des Flandres à cette époque-là. En français, nous avons également une œuvre du tout début XVIIe qui, selon Pierre Leclerc, aurait été rédigée fin XVIe siècle, qui a été imprimée à Liège par le cuisinier de Trois-Princes-Évêques. Certes, Liège n'est pas dans les Pays-Bas bourguignons, mais étant donné qu'il y avait une forte influence
de la Bourgogne sur Liège et que Liège est rentré après dans les Provinces-Unies, je l'ai incorporé à mon corpus. Dans celui-ci, nous retrouvons 2 menus de banquets prestigieux et 183 recettes, qui ici aussi démarquent une forte influence de Scapi. À partir de tous ces textes-là, du moins ceux qui étaient disponibles pour l'instant, et suite à la réflexion qui a été menée pour l'atelier Une fête totale, qui se cherche à reconstituer le banquet de Tours en décembre 1457 qui a été fait en l'honneur des ambassades du roi de Hongrie, avec laquelle Corema, l'université de Tours et l'université Stanford essayent d'avancer. J'ai été très surprise de constater que bien qu'on mentionne un Hippocrate blanc, aucun des sources qu'on nous donnait pour travailler ce sujet ne parlait d'Hippocrate blanc. J'ai donc voulu aller vérifier dans les sources en néerlandais si justement on nous parlait d'Hippocrate blanc ou si les questions de couleur et d'épices variaient entre les sources en néerlandais et en français. La première constatation que j'ai pu faire, c'est qu'en néerlandais, on trouve plus de recettes de cuisine, alors qu'en français, l'Hippocrate est plus mentionné en tant qu'ingrédient dans une recette, par exemple pour une gelée d'Hippocrate ou les poires d'Hippocrate ou dans des menus. La première grosse surprise a été l'usage du miel. En effet, dans aucune recette en français, il n'y avait mention d'autre chose que du sucre, alors que dans le Notable Books and Van Cookery, 2 des 3 recettes d'Hippocrate se font à base de miel. Une autre chose qui a attiré mon œil de cuisinière, ça a été la mise en œuvre. En effet, j'ai retrouvé 5 recettes qui ont une action liée avec la cuisson ou la chaleur. En effet, dans le Ménager de Paris, on va vous parler de faire fondre le sucre et le vin et le placer sur le feu. Alors quand dans le livre Notable Books and Van Cookery, 2 des 3 recettes vont vous parler de faire le tout chauffer bien chaud ou alors cuire avec un colorant alimentaire qu'est le tournesol. Dans le livre de cuisine de Clara Van Mol, la seule recette d'Hippocrate, là aussi, mentionne l'action de Verbranden qui peut se traduire en fonction des personnes par brûler ou griller. Et là, l'action de Verbranden, c'est brûler ou griller le tournesol avec le vin et le sucre. Donc déjà, dès le départ, je remarque qu'il y a des différences entre les recettes des 2 côtés. Une autre grosse différence est l'usage des colorants. En français, la seule mention de colorant en lien avec l'Hippocrate est dans le Trésor de santé, c'est pour une recette de gelée à l'Hippocrate. Alors que dans les livres en néerlandais, on a une proportion plus de la moitié des recettes présentent du tournesol, qui est un colorant alimentaire qui sert à colorer en rouge. On nous parle aussi de safran, et plus étonnamment, pour amplifier la couleur blanche, de purée d'amande ou de lait. Chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les recettes en français. Une autre différence est au niveau du type de vin utilisé. En France, la plupart du temps, on vous mentionnera simplement qu'il faut prendre du vin. Et il n'y a jamais une seule mention qui mentionne du vin blanc. Alors que quand vous êtes dans des réceptaires en néerlandais, dans plus de 62% des cas, on vous dit clairement de prendre un vin blanc. Que ce soit mentionné vin blanc ou pour changer la couleur de votre vin, utilisez tel ou tel ingrédient. Donc ainsi, déjà juste sur la composition du vin, il y a une différence. Est-ce que c'est parce que les Français avaient une plus grande habitude de travailler l'Hippocrate et qu'il ne fallait plus mentionner quel type de vin, ou est-ce que c'était lié à autre chose? La question reste entière. L'autre attrait que j'ai eu, c'était au niveau des épices. Je me suis demandé si on retrouvait les mêmes épices. Et j'ai pu ainsi constater qu'en France, c'était très souvent les mêmes épices qui étaient utilisées, avec par exemple toujours de la cannelle et du gingembre, alors que dans les Pays-Bas méridionaux, dans les recettes en néerlandais, on avait une bien plus grande diversité des épices. Je me suis alors demandé si cette différence était due au fait qu'en français, c'était principalement des sources du XVe siècle et en néerlandais des sources du XVIe siècle. C'est pourquoi j'ai découpé à nouveau les épices en fonction des époques, en utilisant comme seule base en français pour le XVIe siècle le Trésor de santé, n'ayant pas à ma disposition pour l'instant d'autres traductions ou transcriptions d'œuvres françaises, étant donné qu'avec le Covid-19, les bibliothèques sont fermées. Suite à cette modification en fonction des siècles, on ne peut pas conclure grand-chose, si ce n'est que la coriandre arrive au XVIe siècle dans les livres de recettes, que la cardamone était déjà présente au début du XVe dans les livres en néerlandais, mais pas en français, et qu'il y a une véritable explosion de l'usage de la cardamone dans les manuscrits en néerlandais au XVIe siècle, qu'on utilise un peu plus de gingembre et de girofle, mais sinon, c'est très variable dans les usages.
On peut ainsi voir des épices un peu plus surprenantes telles que le nard ou le musc, qui sont peu utilisés mais quand même présents. Le terme pape que vous voyez là est noté en néerlandais d'époque dans un dialecte anversois typé Brabançon, parce que je ne dispose pas d'une traduction exacte. De nombreux philologues se sont interrogés sur la question et ne se sont pas encore mis d'accord. Pour certains, c'est de l'amande poivrée, pour d'autres, un poivre long. Et selon moi, étant donné que j'utilise également pour le trésor de santé, ce serait plutôt une type de cannelle, de la fleur de cannelle dans certains types de bâtons douces de cannelle. En effet, la recette du trésor de santé et la recette de Van Bourselman qui mentionne cet ingrédient sont exactement les mêmes, à l'exception de l'accord odorante qui est rajouté dans le trésor de santé. Étant donné que dans les deux, on nous parle de 3 types de cannelle différents, j'ai supposé que le 3e type de cannelle qui manquait dans la recette en néerlandais était ce pape, étant donné que pape cannelle est un terme qui veut dire aussi cannelle. D'où cette inclusion sur le graphique avec le découpage des épices et cette présence dans plusieurs sources. Donc, globalement, voilà l'état de mes recherches actuelles. J'ai été relativement bloquée dans mes recherches par l'accès aux manuscrits, étant donné que toutes ces études auraient pu être menées bien plus loin si on avait pu comparer. Et j'ai bien peur qu'en comparant avec d'autres sources, je trouve d'autres informations. Donc, c'est un sujet qui sera à explorer par la suite, mais j'ai déjà trouvé relativement intéressant de remarquer, par exemple, cet usage du miel qui n'avait jamais été fait dans les recettes en français, l'usage du colorant qui est plus marqué dans les Flandres. Et j'espère pouvoir, au cours de l'année prochaine, voire par la suite, pouvoir ainsi démontrer d'autres spécificités de la cuisine des Flandres et des Pays-Bas bourguignons. Donc, un tout grand merci pour votre attention et à tout à l'heure pour les questions. Merci Virginie. Donc, voilà pour votre exposé. On posera les questions en effet tout à l'heure. Hein. Donc on remarque quand même que, je le dis tout de suite, hein, pour une année de Master 1, vous avez déjà vraiment beaucoup avancé. Je dirais presque heureusement que vous n'avez pas pu avoir accès à tout. On aurait déjà 300 ou 400 pages. Hein, donc voilà. Donc, on en reparlera. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Laurine Gobert pour le service à la cour des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge. Pouvoir passer un petit peu à l'étape suivante, des questions de cuisine, qui s'orientent plutôt vers le service à la cour des ducs de Bourgogne. Voilà. J'ai choisi plutôt de parler pour cette première année de Master 1 de la manière dont j'ai tenté d'établir une méthode de travail, plus que sur le résultat de la recherche elle-même, puisque le travail sur la méthode a été particulièrement long pour moi à mettre en place. Donc, dans un premier temps, on va présenter un peu le sujet, prendre le temps de donner une brève définition, une problématique, un état d'art autour de la question du service, justement, dans la littérature de la recherche. Ensuite, je vais prendre le temps de présenter le protocole de recherche que j'ai établi cette année-là en confrontant les sources iconographiques textuelles. Oui, donc j'avais d'abord une question pour Virginie Hullet, que je félicite. En effet, comme l'a dit Bruno Loriou, pour le travail de Master 1, c'est déjà impressionnant comme état d'avancement. Et donc, j'avais une remarque et une question. Pour la remarque à propos de l'hypocrase, il me semble que les types de produits que finalement, vous avez identifiés entre un 15e siècle, plutôt à partir de sources françaises, enfin, langue française, et puis le produit du 16e siècle décrit par les sources néerlandaises, finalement, on a affaire à 2 produits très, très différents et plus du tout au même type de produit. Il y a un mot commun, mais on a vraiment 2 choses qui ne se ressemblent plus beaucoup. Donc ça, c'était ma remarque. Est-ce que voilà, vous pouvez peut-être apporter des éléments? Et puis ma question, c'était la suivante. C'était sur la question de savoir s'il y avait des mentions
d'une cour dans vos manuscrits culinaires, et en particulier la cour de Bourgogne, puisque l'on sait que, contrairement à d'autres grandes cours princières de la fin du Moyen Âge, la cour de Bourgogne n'a pas été directement à l'origine ou à l'initiative d'un grand recueil de recettes, ce qui peut paraître curieux quand on sait à quel point les ducs de Bourgogne ont investi dans la table. Voilà, on peut rattacher le manuscrit de Hautain dont vous avez fait mention, qui parle des petits pâtés de la cour. Mais par ailleurs, dans tout votre riche corpus, est-ce que vous avez des mentions de cour princières et éventuellement celles des allusions à la cour de Bourgogne? Alors, je vais commencer par répondre au propos du terme cour. Où les principales mentions de la cour, on les trouve dans la décoration avec les enluminures, où on retrouve les sceaux ou les armoiries de certains, je pense aux armoiries de Charles Quint, aux armoiries de Philippe le Bon ou de Charles le Téméraire, qui sont présents dans certains imprimés. Dans celui de Carole Battus et une Secret Book, on mentionne qu'il s'agit des usages de la cour et des nobles, avant de commencer les recettes en tant que telles. Mais sinon, globalement, il n'y a pas vraiment de mention de cour. On va vous parler d'une nourriture excellente de la noblesse, de la nourriture royale ou ducale. Mais jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai pu lire, je n'ai pas trouvé le terme cour en tant que tel. Mais je me suis principalement intéressée pour l'instant au titre des recettes et inventorier les recettes en tant que telles. Donc, je n'ai pas encore été en profondeur lire les manuscrits. Et je m'interroge aussi sur les parties manquantes parce que, par exemple, dans des manuscrits plutôt 16e siècle, on a plus l'impression d'être dans des compilations personnelles de genres de recettes d'origine variée que dans de véritables manuscrits qui ont été faits pour être diffusés. J'ai une autre mention de cour dans le manuscrit de Clara Van Moll, mais on parle de la grande épidémie de peste de la cour en Angleterre, donc pas de la cour de Bourgogne. Donc ça, c'est pour les mentions de cours que j'ai déjà trouvées. Et pour l'Hippocraste, oui, en effet, on a l'impression d'être sur deux recettes différentes. Mais avant d'affirmer quoi que ce soit, je voudrais avoir plus de sources du XVIe siècle français pour pouvoir voir si c'est typique de la langue ou de l'endroit et de l'époque. Mais c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pourrait a priori voir, j'ai été surprise de voir ces différences au niveau des épices qui est présente. Donc, est-ce que cela vous sied comme réponse? Oui, très bien, je vous remercie. En tout cas, pour revenir à mention de cours et aux manuscrits, ce sont des manuscrits qui sont dans un contexte très aristocratique de toute façon. Ça, c'est un point commun à l'ensemble de votre corpus, semble-t-il. Tout à fait. Oui, merci. Avec plaisir. Alors, moi, j'aurais quelques petites remarques par rapport à ce que j'ai vu, parce que je n'ai rien entendu. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser prochainement pour en discuter. Le lait, à mon sens, n'agit pas comme colorant, mais plutôt dans la filtration pour, pour éclaircir l'hypocrase, où on met le lait dans la chausse. Et Bruno, c'en est encore. Voilà. Et après, dernière petite remarque, voilà, peut-être qu'il y a une raison, mais j'ai été surpris de ne pas voir le sucre parmi les épices. Alors, j'ai vu à un moment donné passer le fait qu'il y avait soit du sucre, soit du miel, soit les deux. Est-ce que c'est pour cette raison que le sucre n'est pas mêlé aux épices, parce qu'on ne peut pas mettre le miel dans cette catégorie-là? Et par rapport à l'utilisation de miel, est-ce qu'on remarque une légère différenciation de catégories sociales, même si l'hypocrase est avant tout aristocratique? Est-ce que l'utilisation du miel se fait aussi parmi les plus aisés ou éventuellement par ceux qui auraient un peu moins de moyens pour se payer du sucre? Voilà mes questions. Alors, je vais commencer par ta question sur le miel, parce qu'elle est relativement la plus simple à répondre. Je n'ai trouvé de mention pour le miel que dans un livre qui s'appelle le livre noble de la cuisine, qui porte le sceau de Charles Quint. Donc, je peux supposer que c'est bien de l'aristocratie qui utilise ces recettes. Dans ce livre, il y a 3 recettes, 2 avec du miel et une avec du sucre.
celle avec les sucres utilise moins d'épices que celle avec le miel. D'accord. Quant à l'usage du sucre dans les épices, je l'ai retiré d'une part parce que il apparaît dans toutes les recettes, à l'exception des 2 qui mentionnent le miel. Et c'est que du miel et c'est pas du sucre et du miel. Et comme c'était présent dans tout, je n'ai pas voulu surcharger mes statistiques, même si le sucre peut être une épice et le miel ne l'est pas. Donc, c'était pour éviter toute cette méthodologie à devoir supprimer l'un et rajouter l'autre, que ça n'a pas été inclus. Donc, ça, c'est pour les questions sur le miel. Pour le colorant, pour le lait, il est vrai que dans le texte, je le reprends ici sous les yeux, quand ils mettent le lait, en fait, ce que l'a dit la recette, j'essaie de traduire là en direct, c'est que si l'on veut que l'hypocras soit blanc, couleur transparente et belle et lumineuse, ajoutez du lait. Si vous êtes en jour maigre, ajoutez de la poudre d'amande ou du lait d'amande. Donc, l'usage du lait qui, archéologiquement parlant, avec tous vos tests, peut probablement aider au niveau de la filtration. Ici, si je m'en tiens qu'au texte, c'est vraiment pour rendre blanc et accentuer la couleur blanche que le lait mentionnait. À l'attention de Laurine Gobert, si on peut tenter quelque chose. Voilà, je me suis intéressée au cérémonial du service à la cour du duc de Bourgogne, surtout à partir des témoignages d'Olivier de Lamarche et puis en croisant aussi avec ce que pouvaient nous apprendre les ordonnances de l'hôtel, sans me pencher sur les images, mais parce qu'il y aura un chantier à part entière à mener. Et en effet, croiser les deux me semble tout à fait pertinent. Et peut-être une suggestion, peut-être s'intéresser aussi au plan de salle, qui me semble avoir un intérêt dans le service parce que pour le visuel, le côté spectacle de l'époque, la disposition des tables peuvent avoir son importance. Et il me semble, c'est une hypothèse que j'ai depuis un certain temps, mais que j'ai jamais pris le temps ou eu le temps de commencer à vérifier. Il me semble dans les enluminures produites dans les ateliers dans l'orbite bourguignonne, il y a des points communs, des ressemblances dans le traitement du plan de salle et de la disposition des tables. Voilà. Donc, ça serait peut-être une suggestion ou peut-être que Laurine a déjà repéré déjà des similitudes ou des choses dans ce domaine. Très bien, très bonne suggestion. Je ne sais pas si Laurine peut répondre parce qu'elle est toujours avec ses problèmes de micro, donc, mais je pense qu'elle a entendu en tout cas. Oui. J'ai bien entendu, j'ai répondu à M. Morel. Je disais qu'effectivement, j'ai réfléchi de plus en plus au plan de salle. Je n'avais pas pensé dans les premières recherches. Écrivez-le sur le chat. Écrivez-le sur le chat. C'est plus simple. Ça va être plus simple. Si je me permets si on m'entend toujours, pour réagir au chat, ce sera peut-être plus simple et plus fluide si je continue de vive voix. La question des entrées, des sorties, des passe-plats, en effet, c'est quelque chose de très intéressant, surtout que il me semble avoir identifié une salle qu'on dit du dressoir dans les sources, qui est cette salle intermédiaire entre les cuisines et la salle du repas à part entière, qui n'avait jamais été tellement identifiée jusque-là. Et peut-être que les images pourraient rendre compte de cet intermédiaire, qui est une étape importante, qui selon moi se développe au moment même où se développe le cérémonial bourguignon. Voilà, qu'on appelle la chambre du dressoir ou la salle qu'on dit du dressoir dans les sources que j'ai consultées. D'accord. Et ça, c'est un élément important. Sur les livres de cuisine, évidemment, qui est un sujet important, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc là, effectivement, par rapport aux publications du 19e siècle, la serrure, ou même au répertoire qui avait été fait par Ria Janssen-Sieben, on avance beaucoup, hein, donc avec ce travail.
Donc, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Évidemment, si on pouvait récupérer le viandier de Taboureau, on aurait quelque chose d'extraordinaire pour le XVIe siècle, mais comme chacun sait, il a un peu disparu dans la nature après que la bibliothèque de Pichon ait été dispersée. Pour les rapports, donc je fais ça un petit peu, c'est des remarques un peu au fil de l'eau, hein. Pour les rapports entre le viandier, l'édition Princeps du viandier et d'autres textes, hein, Van der Noot pour commencer, mais d'autres, je crois qu'il faut faire attention à ne pas imaginer que ce soit forcément le texte français qui est repris dans le texte néerlandais, ça peut être le contraire, et ça peut être aussi une source commune. Puisque dans le viandier imprimé, il y a une première partie dont on ne connaît pas l'origine, qui du point de vue culinaire et du point de vue des produits et de la manière d'accommoder est très différente du reste du volume qui, lui, relève de la tradition classique du viandier. Et j'ai montré il y a quelques décennies qu'il y avait des rapports entre les deux, mais ces rapports ne doivent pas s'imaginer nécessairement comme des rapports d'influence du viandier sur les manuscrits ou les éditions néerlandaises. Donc voilà, enfin je dis néerlandaise. Scapi aussi me paraît intéressant, le succès de Scapi, parce que visiblement il y a des rapports entre l'un des manuscrits et Scapi, il y a des rapports aussi entre l'un des imprimés et Scapi. Donc Scapi, c'est véritablement le livre le plus influent au XVIe siècle. Et là, on peut rattacher les Pays-Bas méridionaux, si on peut dire, hein, à cet ensemble, à cette Europe culinaire qui s'intéresse beaucoup à Scapi. Alors, Virginie, vous avez dit aussi que vous n'aviez pas accès à je ne sais plus quelle collection parce que ça coûtait je ne sais plus quelle somme. Bon, sachez que Corema est destiné à financer les recherches des chercheurs. Donc, sur les livres de cuisine, sur les recettes, donc s'il y a des frais, on peut les couvrir. Alors, évidemment, essayez de ne pas rester 1000 heures sur place parce que à 200 € l'heure, ça risque de faire beaucoup d'argent quand même. Mais bon, voilà. Là, je suis en contact avec... j'ai des amis qui sont à Utrecht en doctorat et ils ont commencé à fouiller les archives, étant donné qu'il y a une mention d'une copie à Utrecht. Donc, si cela se confirme, j'irai prochainement à Utrecht. Bon, en tout cas, sachez qu'on a des missions, c'est possible. Hein. Et pour les étudiants, alors en général, on ne fait pas ça pour les étudiants de M1, mais pour les étudiants de M2, bon, ils sont engagés déjà dans la recherche. Hein, donc voilà. Alors, sur la question de l'Hippocrate, évidemment, ça intéresse beaucoup Fabien, hein, bien sûr. Hein, donc, effectivement, il y a tout un gisement du côté des textes médicaux. Et le trésor de santé, bon, c'est celui qui est le plus accessible, mais ce n'est pas le seul qui existe. Hein. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, 16e et début du XVIIe, je suis en train de regarder ça pour un livre que je suis en train d'écrire sur la diététique, l'histoire de la diététique. Eh bien, à la fin 16e, enfin au 16e et début 17e, on a une floraison de nouveaux régimes de santé qui s'intéressent beaucoup aux détails culinaires en réalité, aux détails alimentaires et culinaires. Et là, il y a une manne qu'on peut, je pense, utiliser pour toutes sortes de propos, et notamment pour l'Hippocrate, entre autres. Et avec Fabien, effectivement, on avait regardé certains textes de près, hein, où on expliquait en effet que le lait, c'était pour clarifier. C'était dit très très clairement, et ça intervenait en fait pas dans la macération de l'Hippocrate, si je peux décrire les choses comme ça, mais juste au dernier moment, on mettait ça dans la chose, en effet, pour assurer la clarification, si je me souviens bien. Alors, dernier point, il ne faut pas imaginer que les livres, que l'utilisation des livres de cuisine soit forcément en adéquation avec leur contenu. Ce n'est pas parce qu'un livre s'appelle livre de cours que nécessairement il va être diffusé et utilisé dans une cour. Alors là, vous en avez un qui porte en plus, donc c'est un imprimé, qui porte en plus le sceau de Charles Quint. de Charles Quint. Ça ne veut pas dire que Charles Quint
a fait la cuisine, hein, et ça ne veut même pas dire que ces cuisiniers ont fait la cuisine à partir de là. Hein, vous voyez, là, ça peut être du coup parce qu'il s'appelle livre noble, et puis c'est tout. Hein. Donc, il faut bien distinguer comment dire, l'objectif de l'auteur, celui de l'éditeur, qui peut être celui qui modifie le titre pour le rendre plus vendable, et puis après, l'emploi qu'on peut en faire. L'emploi qu'on peut en faire, ce n'est pas facile. Hein. Ça peut se déterminer en fonction, par exemple, des annotations manuscrites, s'il y en a à l'intérieur, soit d'un manuscrit déjà existant, soit d'un livre imprimé. Vous voyez ? Bon. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui adorent rechercher les taches de graisse, les trucs comme ça. Ça n'a jamais rien donné. Hein, mais bon, les emplois, les usages, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident à déterminer. C'est plus facile pour le manuscrit, c'est moins facile en effet pour l'imprimer. Il faut faire attention que là, on a des imprimeurs, des éditeurs qui ont besoin de faire du chiffre, donc qui ont besoin de vendre, donc ils vont déclarer que leur livre il est tout nouveau. Et en fait, bon, c'est une reprise, hein, c'est un plagiat, ça peut arriver, hein, et qu'il est très noble, très, c'est royal, alors qu'en fait, bon, c'est un texte qui circule depuis très longtemps. Voilà. Faut faire attention à ne pas prendre au pied de la lettre ce qu'il raconte, quoi, et imaginer que pour autant, c'est des livres de cours. C'est plus compliqué que ça, en réalité. Hein. Mais c'est une piste à creuser, cette question des livres curieux, en effet, parce qu'il y a des cours importantes hein, sur place, et donc même la cour de l'évêque de Liège, c'est une cour importante, hein, c'est une cour non négligeable. Voilà les petites remarques que je voulais faire. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui, il y a une question de Marion. Donc, à toi la parole. Bonjour à tous, Marion Lamé, je m'intéresse plus aux aspects numériques qui sont appliqués à Corema. Donc ma question va certainement sembler naïve aux experts, mais je suis contente d'avoir des experts pour y répondre. Vous avez brièvement mentionné la question du miel en échangeant, Florian et vous, Virginie. Donc la question s'adresse à tout le monde, pas spécifiquement à Virginie, mais c'était au moment où Florian et Virginie ont mentionné le miel. Et si j'ai bien compris, vous en avez parlé comme n'étant pas une épice, alors que le sucre serait considéré comme une épice. Ici, ma question concerne la classification comme épice du sucre, puisque moi, je suis, n'étant pas médiéviste de formation, je suis avec la classification païenne agroalimentaire actuelle. Le sucre, spontanément, je ne mettrai pas dans les épices. Alors, je me suis posé la question. Ça, c'est une question ensuite de classification des mots-clés. Est-ce que le fait de mettre le sucre dans les épices a un argument historique, scientifique, ou c'est moi qui suis trop contaminée par les catégories agroalimentaires de mon supermarché, ou est-ce que c'est un autre mécanisme, ou est-ce que c'était juste, bon, dans le dialogue, là, ça n'a pas été forcément très précisé, puis en fait, il y a une classification officielle qui existe, ou est-ce qu'il y a un écart entre les classifications d'époque et nos classifications actuelles? Ben, même si c'est moi qui ai la parole, je vais la laisser à Fabien parce que c'est une partie importante de ses recherches sur les épices et que moi aussi, je suis contaminée par la classification agroalimentaire. Ben, les classifications actuelles et les classifications que l'on a au Moyen-Âge sont différentes de toute façon. On n'en apporte pas les mêmes valeurs. Il n'y a pas forcément de notion agroalimentaire. On ne peut pas faire de classification par calories, par rapport au nutritionnel ou autre. Les considérations que l'on aurait au Moyen-Âge, en tout cas en ce qui concerne les épices, voilà, on les définit comme les produits du grand commerce. D'un point de vue alimentaire, eh bien, venant apporter du goût, de l'odeur, de la couleur, de l'imaginaire également au plat. Mais après, mais ça, c'est du point de vue alimentaire culinaire. Si on prend du point de vue médical, dans les épices, on rajoute aussi des substances minérales, on rajoute des substances animales comme le musc, qui n'ont rien à voir en cuisine, mais qui sont présentes dans la pharmacopée et dans leur utilisation. Donc, moi, ce que je trouve intéressant de mon point de vue, c'est que le sucre, effectivement, joue un grand rôle dans la pharmacopée, alors qu'aujourd'hui, on irait plutôt vers le miel, la gelée royale,
et absolument pas vers le sucre. Donc voilà, pour ce qui est des classifications, il faut vraiment se plonger dans la pensée médiévale et sortir un petit peu des classifications habituelles que l'on aura au XXIe siècle, à mon sens. Yann qui voudrait poser une autre question. Oui, alors ce n'était pas une question, mais c'était aussi pour peut-être apporter un peu un élément de réponse à ce qui vient d'être demandé. Dans les comptes d'approvisionnement de la Cour de Bourgogne, les écrous de la dépense, qui sont très organisés, ce n'est pas du tout des brouillons faits au fil de l'arrivée des denrées à la Cour, c'est vraiment un second travail élaboré, construit. Les épices étaient rédigées probablement sur des notes à part qui sont intégrées dans les écrous de la dépense après coup. Donc, on a vraiment des listes d'épices qui forment une unité, un groupe à l'intérieur de toutes les denrées approvisionnées. Et le sucre est systématiquement classé dans la catégorie épices de cuisine. Ok. Chers amis, qu'est-ce qu'on fait là? On clôt cette session et on se dit qu'on va redonner la parole à Laurine quand les problèmes d'ordinateur ont été réglés, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à entendre et discuter.